Et bonjour à tous encore une fois d'avoir accepté d'être là pour le webinaire sur le e-commerce qui porte sur barrières et solutions selon les acteurs. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sera une une partie où nous allons parler de barrières et l'autre partie, bien sûr, nous allons parler des solutions. Le e-commerce a pris son envol dans le monde, en Afrique en général, particulièrement au Sénégal, où plusieurs initiatives ont été lancées par l'État, les secteurs privés et d'autres organisations. La preuve, la digitalisation des TPE, PME est en pleine croissance avec une diversification de solutions, notamment celle de la fintech, la logistique ou la commercialisation des produits locaux, entre autres. C'est dans cette optique que le Sénégal emprunte de plus en plus le chemin vers l'acquisition de champions locaux dans divers domaines. C'est l'occasion aujourd'hui de féliciter la start-up Vivante Express qui a réalisé cette année une levée de fonds relais de 1,2 million de dollars. Nous passons également à PAPS, qui a été certifié Best Place to Work au Sénégal pour l'année 2021. Malheureusement, il n'est pas là, je pense. Donc, c'était une certification qui est décernée aux entreprises les plus performantes en matière de conditions de travail et récompense également la grande confiance accordée par les collaborateurs à leur management. Ces deux exemples parmi tant d'autres peuvent nous laisser dans une bulle de croyance future d'une réussite de l'e-commerce. Cependant, il ne faudrait pas porter des œillères avec une vision unique. En faisant une petite analyse de l'écosystème, on se rend compte qu'il y a beaucoup de barrières, d'obstacles qui freinent le développement du e-commerce au Sénégal. C'est d'ailleurs l'objectif de ce webinaire qui reçoit des panélistes composés d'acteurs et d'écosystèmes qu'on ne présente plus. Je voudrais d'abord remercier le Consortium national, lancé par le ministère du Commerce et des PME, pour booster le secteur et qui, depuis lors, organise des séries de webinaires. Un bonjour à M. Sadimbe Sissé de l'UNAPAD, M. Ibrahim Khalil, bien sûr, de la Fédération des e-commerce, M. Ibrahim Diagne, CEO de Gaine 2000, et M. Oumar Bass de Yubantel Express. Normalement, quand j'anime des débats sur des webinaires, je donne la parole aux participants. Ça permet au moins d'avoir une vision de ce que nous allons dire par rapport au webinaire et mettre un peu de l'ambiance au niveau des échanges, en commençant bien sûr par les téléspectateurs ou bien les spectateurs. S'il y a des gens qui veulent déjà présents poser des questions, on y va. Si vous ne voulez pas également, s'il n'y en a pas, on passe directement au débat. Donc, je serai très dur, excusez-moi du terme, sur le temps, notamment quand vous prenez la parole pour qu'on soit beaucoup plus clair sur le développement. Donc, comme je l'ai dit, il y a deux parties, les barrières. Et bien sûr, vous l'avez compris, les questions vont tourner autour de l'approvisionnement de vos produits, les défis, l'offre de financement, les difficultés. Donc, on va parler du e-commerce par rapport à ces questions. Et ça me pousse aujourd'hui à poser la question à M. Sadimbe Sissé de l'UNAPAD. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'UNAPAD? Est-ce que vous nous parlez de votre structure et quels sont les principaux problèmes ou barrières qui gangrènent votre travail? Monsieur Sadimbe, on ne vous entend pas par contre. Il est là ou il n'est pas là? Bon, je crois que monsieur Sadimbe n'est pas là pour le moment parce qu'il a le micro un peu qui est off. Donc, on passe la question à Ibrahim Khalil. Ibrahim, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de votre structure et qu'est-ce que vous faites et quelles sont les difficultés que vous rencontrez, notamment dans le cadre de votre travail du e-commerce au Sénégal? Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Ibrahim Khalil Ndiaye. Je suis le président de la Fédération des e-commerçants du Sénégal. Donc, est-ce que vous m'entendez? Très bien, Ibrahim. Vous avez 5 à 6 minutes pour le développement. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, effectivement, à 100%. D'accord. Donc, je m'appelle Ibrahim Khalil Ndiaye. Je suis le président de la Fédération des e-commerçants du Sénégal. Donc, la fédération a été créée
dans le but d'aider les acteurs qui sont dans les e-commerce, sur les différentes plateformes présentes sur de pouvoir acquérir l'ensemble des compétences et de pouvoir vendre, mais aussi de sensibiliser l'ensemble des citoyens pour qu'ils puissent tourner vers le e-commerce. Maintenant, le e-commerce présente plusieurs facteurs, hein, que ce soit positif ou négatif, des barrières, comme vous le dites. Maintenant, concernant l'approvisionnement, donc nous, on travaille avec des fournisseurs nationaux et des fournisseurs internationaux. Et là, concernant les fournisseurs internationaux, c'est un peu complexe pour le moment. Il va falloir y travailler pour trouver une solution beaucoup plus adéquate par rapport à l'acheminement des produits, c'est-à-dire la durée d'acheminement des produits, donc la durée d'attente. Maintenant, pour ce qui est des fournisseurs nationaux, là, c'est beaucoup plus flexible. Mais là-bas, ce qui joue, c'est juste pour un système de trésorerie très lourd. Il va falloir beaucoup de sous pour pouvoir travailler en plein temps sur l'activité du e-commerce. Parce que vous savez, sur certaines plateformes, la durée est un peu long de paiement. Donc, 1 à 2 semaines, donc c'est un peu long pour quelqu'un qui tourne en plein temps et que si les ressources financières ne sont pas du tout costauds, on est obligé de mettre des fois les boutiques en mode vacances, quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'en résumé, c'est ça le but de la Fédération des e-commerçants du Sénégal. Donc, nous sommes des acteurs en plein temps sur l'activité e-commerce. Donc, notre but est de le développer et de le moderniser encore, mais aussi de le tailler sur mesure par rapport à nos réalités et nos coutumes. Donc, c'est ça le but de la fédération. Surtout de sensibiliser, de permettre à un maximum de citoyens de pouvoir acheter en ligne en toute confiance et de pouvoir s'approvisionner en ligne en toute confiance. Merci Ibrahim. Je pense qu'on va revenir vers vous pour voir exactement comment ça se passe entre les commerçants. Quelqu'un qui veut par exemple rejoindre la structure, comment il doit se comporter. Mais il serait bien, si possible, si la connexion n'est pas bonne, qu'on puisse mettre uniquement le nom sans pour autant allumer la vidéo. Ça nous permettra d'avoir beaucoup plus un son beaucoup plus audible. Si Monsieur Sambin Sissé est là, Sadimbe Sissé? Si là. Voilà, d'accord. Donc, la première question était adressée à vous. Donc, l'idée, comme je l'ai dit, on passe d'abord par les barrières au niveau de chaque structure. Quelles sont les barrières? Comment se comporte votre structure? C'est quoi exactement? Parce que personnellement, j'entends l'UNAPAD, mais je ne connais pas. Et qu'est-ce que vous faites? Merci, monsieur. Bonjour, je vous salue vous tous, chers participants. D'abord, je vous remercie de nous avoir conviés à cette rencontre webinaire. Donc, je m'appelle Sadim Sissé, je suis le président de l'UNAPAD, l'Union nationale pour la promotion de l'agriculture durable, et aussi le président du conseil d'administration de Sonaco, ça veut dire Société coopérative de l'UNAPAD. L'UNAPAD compte présentement 19 842 membres, répartis dans les 14 régions du Sénégal et dans presque 39 départements du Sénégal, et presque aussi dans 360 quelques communes et 9 000 et quelques villages. Et le Sénégal compte presque 14 500 et quelques, 15 444 villages. Nous sommes l'UNAPAD, nous sommes dans 9 000 et quelques villages. Donc l'UNAPAD aussi regroupe des agriculteurs, des éleveurs, des transformateurs, transformatrices, des artisans, aussi des pêcheurs. Donc, voilà, c'est la présentation de l'UNAPAD. Mais comme vous venez de dire tout à l'heure, comme notre prédécesseur disait tout à l'heure, on a un problème ici au Sénégal, on a un problème d'écoulement. Il faut produire, mais tu as un problème d'écoulement, d'acheminement, de conservation et de commercialisation. Du coup, si ce qu'on venait de dire tout à l'heure, ça veut dire que le e-commerce marche et dans les façons les plus comment dirais-je, ça veut dire le e-commerce doit être
être un instrument, doit être un instrument et à la portée des producteurs. Mais vous avez parlé d'un problème d'écoulement. Ça veut dire quoi? Vous avez des difficultés par rapport au paiement ou c'est juste des plateformes? C'est quoi exactement? C'est un produit qui reste et qu'on ne peut pas vendre. Des produits qui restent et on ne peut pas vendre. Et du coup, il y a des produits périssables. Donc, si toutefois que votre structure, le e-commerce marche, j'en suis sûr que ça peut régler beaucoup de choses. Et ça va régler des problèmes que vivent nos producteurs, nos braves producteurs. Et maintenant, aussi, l'autre disait tout à l'heure, le problème d'acheminement. Il y avait à peine 6 mois ou 7 mois, nous avons programmé d'installer même, de créer à notre sein un réseau pour pouvoir écouler nos marchandises, nos bagages qui se trouvent dans les localités. Et de faire dans les localités, ça veut dire les producteurs qui sont à Matam, qui produisent en Matam, ce qu'on ne produise pas à Ziguinchor, qu'on puisse acheminer ça à Ziguinchor. Donc maintenant, si le e-commerce vient et vraiment l'acheminement peut passer dans les conditions, là, les producteurs applaudissent. Vont applaudir, très sincèrement. Donc là, vous listez ici un problème de livraison, d'approvisionnement et surtout d'écoulement. C'est le problème dont je pense que vous faites partie des personnes les plus vulnérables en matière de e-commerce parce qu'il est difficile quand même de sensibiliser les gens qui utilisent des plateformes, qui n'utilisent pas encore pour le moment le digital pour pouvoir vendre des produits. Et ça nous pousse un peu à nous diriger vers Ibrahim Diagne. Est-ce que vous êtes disponible pour prendre la parole, M. Diagne? Je suis disponible. Voilà, donc vous avez écouté les deux participants, à savoir M. Sadim Bessissé et de l'UNAPAD surtout, qui parlent de problèmes d'écoulement et de paiement. Et c'est là, selon moi, que ça devient intéressant d'avoir des entreprises comme Gain 2000, par exemple, qui peut en quelque sorte relever ce défi d'accompagnement de ces acteurs qui sont extrêmement vulnérables. Absolument. Merci beaucoup, Basile, et merci aux organisateurs de m'avoir convié. C'est vrai que lorsqu'on parle de e-commerce actuellement, il y a 3 éléments qu'il faut considérer. Le premier, c'est la culture de service, c'est-à-dire est-ce que les gens ont une culture de service pour faire en sorte que les produits et les services qu'ils veulent acheter se rapprochent d'eux à travers des moyens plus modernes. Je pense que cette culture de service, elle s'installe de plus en plus. Le deuxième niveau, c'est l'éducation sur les outils digitaux. Là également, je pense qu'on a connu une super accélération par la pandémie et même avant. Et troisièmement, c'est les aspects réglementaires, donc qui par contre sont pas forcément au rendez-vous. Et un de mes prédécesseurs a parlé de confiance. C'est aujourd'hui cette notion de confiance parce que aujourd'hui, je pense que les acteurs du e-commerce, ceux qui existent déjà dans les plateformes connues, ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux et qui sont un peu plus invisibles, il ne manque pas d'imagination pour justement faire des propositions de valeur par rapport au commerce électronique. L'enjeu, même que lorsqu'on parle du paiement, l'enjeu est un enjeu de confiance. Confiance d'abord sur le produit. Est-ce que le produit qui m'est vendu correspond à ce que j'attends? Ça peut être ma propre erreur, que j'ai vu une photo et qu'on m'a donné exactement ce qu'il y a dans la photo, mais sauf que dans mon esprit, voilà, c'est bien. Donc, et que dans la photo, moi, vous m'avez vendu le vrai produit, vous n'avez rien changé. Mais dans mon esprit, ce que j'ai vu dans la photo, mon esprit l'a représenté avec une valeur supérieure. Et quand vous me le livrez, je suis déçu. Donc, cette notion de confiance est aussi liée au paiement. Quand vous payez un produit, est-ce que vous êtes sûr que vous serez livré? Il y a pas mal de questions autour de la confiance. Et ces questions autour de la confiance sont plus ou moins gérées par des méthodes, je ne veux pas utiliser le mot artisanal, mais on essaie de faire avec les moyens du bord. Soit le fournisseur de la marchandise n'a pas confiance à l'acheteur parce qu'on peut aussi lui prendre son produit sans le payer.
soit l'acheteur n'a pas confiance au fournisseur du produit parce qu'il peut aussi payer le produit sans être livré. Alors, tout ça, qu'est-ce qui le régule pour pouvoir le mettre dans une dynamique qui va s'autoréguler? Parce qu'en fait, c'est ça, vous savez, en matière commerciale, en matière des affaires, le tout finit, toutes les imperfections sont corrigées. Hein? Aujourd'hui, s'il y a des acteurs qui se sont lancés dans la professionnalisation du transport, ben, ils ont finalement nivelé le standard. Si vous avez des acteurs qui se sont lancés dans les paiements digitaux à distance, ils ont finalement égalisé à travers un standard. Et la même chose pour les sites marchands. Et donc, c'est ça aussi l'importance de pouvoir mettre des plateformes qui peuvent justement asseoir cette confiance, soit par une vérification préalable, soit par des notations, soit par d'autres moyens. Donc, je pense que le problème d'écoulement qui a été évoqué tantôt est un problème générique sur le plan du commerce traditionnel. Le commerce électronique peut apporter des réponses d'amélioration, mais la notion de confiance à ce moment-là intervient comme étant un fait prédominant. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire, Basile, par rapport à la... Merci beaucoup. Nous y reviendrons également parce que j'ai d'autres questions par rapport à cette prolifération également de plateformes de e-commerce qu'on lance souvent et qui n'aboutissent pas en quelque sorte. Ça aussi, je pense que ça fait partie des freins de développement du e-commerce. Mais on nous a déjà donné la parole à Omar Baz aujourd'hui. Omar, est-ce que vous êtes là? D'abord, félicitations pour le fait que vous aviez levé des fonds relais. Omar, il est là? Omar Baz, il est parti. Bonjour, Basile, je suis Voilà. là. Voilà, donc souvent quand on parle de levée de fonds, les gens sont contents, on est bien, on pense qu'on a relevé des montagnes, on a soulevé des montagnes plutôt, mais souvent ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, Omar? Comment ça se Bonjour, bonjour Basile, déjà c'est un processus qui est très très complexe parce que malheureusement, bon voilà, nos startups encore ne bénéficient pas en tout cas d'assez de confiance de la part des investisseurs, en tout cas institutionnels. Quand on parle d'investissement, plutôt dans le terme, en tout cas de l'entrepreneuriat digital, on parle de ce qu'on appelle soit le angel investment, ça veut dire les investisseurs de prise à risque, donc ce qu'on dit des anges. On peut parler aussi, en tout cas, des institutions, c'est ce qu'on dit le venture capital investment, ou en tout cas le crowdfunding ou d'autres formes un peu plus, comme on dit, la famille, les amis, etc. Donc, franchir un certain cap, avoir un certain niveau d'exécution pour garantir cette confiance-là et avoir un produit, en tout cas, qui a fait ses preuves, ce qu'on appelle en tout cas avoir un MVP ou bien un product market fit dans des termes un peu plus, en tout cas, traditionnels par rapport à cette approche-là. Et bien entendu, pouvoir avoir un marché assez suffisant, une démonstration claire, un produit, une équipe derrière pour exécuter une stratégie globale. Après, c'est un cap. Donc, pour notre cas, ça a été un voyage donc, qui a commencé en fin 2018, où on a commencé, contrairement à ce que beaucoup pensent, Yobonté n'a pas toujours été là. On n'a pas encore 3 ans d'existence. Mais voilà, ça montre encore le niveau de maturité, le niveau d'implication de mon équipe et en tout cas du travail qu'on est en train de faire avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit nos clients, que ce soit le réseau de nos points, de nos transporteurs, etc. Et aujourd'hui, il faut savoir que le e-commerce, comme moi j'aime bien le dire, hein, c'est un trépied, d'accord? Et un trépied qui ne peut pas aujourd'hui fonctionner sans ces 3 aspects-là. C'est-à-dire, ça commence par créer en tout cas une présence numérique ou une présence digitale, ce qu'on appelle. Et le second pilier, c'est en tout cas permettre aux clients d'acheter. Donc là, on peut rallier tout ce qui est fintech, etc. Et le dernier pilier, c'est faciliter en tout cas l'acheminement des articles et des produits vers les clients. Donc, à chaque niveau, on peut citer quand même d'énormes problématiques, principalement dans notre contexte, donc notre contexte sénégalais en particulier, et je dirais plus globalement africain ou des marchés émergents où nous, avec Yobant Express, on s'est focalisé. Et donc, pour dire que les 2 premiers piliers, en quelque sorte, quand même, on voit qu'il y a quand même des solutions qui sont déjà très bien établies. Donc, on peut… C'est le 3e pilier qui pose problème. Vous m'entendez? On vous entend très bien.
Ouais, très bien. Donc, je disais que voilà, pour les deux premiers piliers, on peut voir des acteurs qui sont très bien établis quand même. On peut citer en tout cas les solutions qui sont développées par Gainé 2000 ou par en tout cas des acteurs en tout cas classiques du e-commerce ou des acteurs quand même un peu plus assis sur le secteur de la production locale ou de la commercialisation des produits locaux, tels que Soretool, etc. Donc, on peut aussi donc dire sur le plan global qu'il y a des plateformes comme Shopify ou des plateformes comme WooCommerce qui permettent aujourd'hui à un certain nombre d'acteurs de pouvoir avoir justement une plateforme. Et bien entendu, l'initiative d'avoir en tout cas une boutique pour l'ensemble des artisans ou des producteurs sénégalais. Et le secteur de la fintech ou le secteur du paiement, on peut voir Stripe globalement et sur le plan local, il y a PayDunia, il y a un certain nombre quand même d'acteurs fintech, etc., qui se basent déjà sur les solutions existantes de paiement dominantes, à savoir Wave, Orange Money, donc Free Money, etc. Donc maintenant, quand on parle de logistique, surtout sur le plan local, bien qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'acteurs aussi comme nous donc qui nous sommes positionnés dans ce secteur-là. Donc, il faut savoir que principalement, la plupart des acteurs, ils restent encore dans des vides. Donc, nous, aujourd'hui, on est en train de relever ce challenge-là et dès qu'on a démarré, on s'est lancé et en même temps sur les vides et en même temps permettre à tout un chacun sur le territoire national sénégalais donc d'envoyer et de recevoir ses colis. Et donc, par rapport à ça, on rencontre plusieurs défis et plusieurs challenges, en Oui. commençant par l'adressage. Et Oui, bien sûr, mais Oumar, j'aimerais qu'on aborde ce sujet dans la deuxième partie de ce webinaire parce qu'il y a énormément de problèmes qu'on voulait soulever pour permettre, par exemple, au consortium de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et ensuite, on viendra bien sûr aux défis et aux solutions parce que vous allez parler de 3 piliers et le troisième pilier qui consiste à faciliter l'acheminement, ça, c'est un autre problème que nous allons aborder. En tout cas, merci, je te garde sous ce repérage et je reviens au niveau de l'UNAPAD parce que moi, ça m'intéresse aujourd'hui. Ce sont ces gens-là que nous devons vraiment accompagner, voir où se trouve la problématique. N'est-ce pas, Sadimbe? Il faut aujourd'hui, il y a des barrières sur la sensibilisation, sur l'accompagnement et moi, je ne comprends pas comment ils font, par exemple, pour ouvrir une boutique sur le digital. Donc, Monsieur Sadimbe, est-ce que vous m'entendez? Bon, Monsieur Sadimbe a souvent des problèmes de son pour pouvoir écouter un peu ce qu'on est en train de faire. Mais avant de venir au niveau des solutions, nous allons passer peut-être la parole à Monsieur Sadimbe qui n'est pas en ligne. Bon, on continue. Donc, Monsieur Ibrahima a parlé de la connectivité, mais surtout le manque de confiance et la logistique. Vous avez un problème de son pour recevoir un peu ce qu'on est en train de faire. Sinon, on continue avec notre intervenant. Alors, c'est toujours par rapport aux problèmes que vous rencontrez en tant qu'organisation. Comment ça se passe avec les boutiques qui ne sont pas encore sur le web? Comment vous faites pour avoir, par exemple, le FRA? Je ne sais pas. Ça se passe comment? Oui, merci. Pour l'obtention de FRA, c'est le ministre qui nous a facilité l'obtention de ces FRA-là. Et qui était tellement difficile, ça fait des années, depuis presque des années, les gens courent derrière ce bijou, ça veut dire le franc. Mais présentement, il y en a beaucoup qui l'ont déjà à travers le ministère du Commerce. Que les producteurs rencontrent dans l'UNAPAD, parce qu'il y a des gens qui sont au fin fond des localités, qui sont déjà formés. Le problème en est que ils ont un problème, parce que pour avoir un produit compétitif, il va avoir une bonne formation. Effectivement. Il faut avoir la labellisation. Donc, nous, l'UNAPAD, on est en train de tout faire pour que les produits de nos producteurs soient compétitifs au niveau du marché, ça veut dire au niveau des grands stands. Mais est-ce que vous n'êtes pas victime de ce mot qui a été soulevé, la confiance, manque de confiance, mais surtout ce que vous proposez en tant que produit?
Des fois, le problème les problèmes viennent de nous. Parce que des fois, nous produisons des produits qui ne sont pas les meilleurs, n'ont pas de qualité. Donc, on a déjà donné ces suggestions-là aux producteurs. Nous, maintenant, il y a beaucoup de formateurs, des ingénieurs, des techniciens supérieurs. On est en train de les former. Présentement, même dans des localités, il y a des gens qui sont en train d'être formés pour qu'ils puissent avoir des produits de qualité. Maintenant aussi, le problème en est que, comme disait tout à l'heure Ibrahima, il y a des gens qui sont au fin fond des localités. Comment faire pour que le produit soit accessible, pour qu'ils puissent participer au e-commerce? Donc, notre rôle à l'UNAPAD, c'est de les sensibiliser. On est en train de les sensibiliser. On est en train de discuter avec eux. Mais Ibrahima disait tout à l'heure, le problème, il y a un problème de confiance. Effectivement. Problème de confiance. Maintenant, pour régler ce problème-là, nous, dans l'UNAPAD, on s'est dit que nous, les dirigeants, on va essayer de les montrer. On est en train de créer même des boutiques dans des localités, dans des régions, pour au moins converger les produits venant de tous bords dans les localités, dans certaines localités, les converger quelque part dans des boutiques qu'on appelle les boutiques UNAPAD. On a déjà ces boutiques à Touba et à Dara, bientôt et à Dakar. C'est pour tout juste faciliter la transaction, faciliter l'obtention de la demande, que des gens, pour faciliter au moins les gens qui demandent des produits des membres de l'UNAPAD, pour qu'ils puissent les obtenir à temps réel. Mais ce problème de confiance doit être réglé par e-commerce ou par cette plateforme-là. Oui, mais aujourd'hui, il y a Ibrahima Khalil qui est là, qui est à la Fédération des e-commerçants. Peut-être, est-ce qu'il y a une jonction, un travail, une collaboration entre vous et ces structures-là, par exemple, pour pouvoir faciliter cette digitalisation ou bien la mise en place des plateformes de e-commerce pour faciliter l'écoulement, ce qui est votre problématique? Oui. Je pense qu'il y a des gens qui étaient déjà dans le site, dans le groupe WhatsApp de Consortium. Oui. Je pense qu'on était en train de discuter là-dessus pour qu'on puisse lever ces équivoques-là, ces problèmes-là. Je pense qu'avec le temps, d'ici peu de temps, on peut vraiment s'asseoir pour faire quelque chose. D'accord, parce que là, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir collaborer. Ibrahima, est-ce que à votre niveau, vous avez eu à voir comment collaborer ensemble? Parce que ça, là, on entre dans la partie des solutions de cette discussion. Est-ce que vous êtes en collaboration ou ce n'est pas possible de pouvoir collaborer avec l'UNAPAD? Bon, pour le moment, on n'est pas en contact. Hein. Peut-être aujourd'hui, ça sera le début. Bon, vous savez, ce qui manque dans ce secteur-là, c'est la connexion. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein. Il y a les producteurs, il y a les services de livraison, il y a les vendeurs. Donc, chacun s'occupe de ce qu'il doit faire. Eux, s'ils font de bons produits, ça sera facile pour nous de pouvoir l'écouler. Vous comprenez? Donc, ils assurent une bonne production en quantité. Et là, l'écoulement, ça se fera vite fait. Maintenant, de l'autre côté, peut-être Omar va assurer la livraison de ces produits-là au niveau des citoyens. Donc, c'est ça le système. Quand on parle de e-commerce, donc c'est une connexion continue. Donc, le producteur s'occupe, ou bien le fabricant s'occupe de ce qu'il fait. Nous, on s'occupe de la distribution. L'autre s'occupe de la... On ne vous entend pas très bien, Ibrahima. Est-ce que vous pouvez revoir le micro? On ne vous entend pas très bien. On ne vous entend pas. Voilà, c'est bon. C'est bon, maintenant. Bon, allez-y. OK, je disais tout à l'heure, donc le e-commerce, c'est une connexion continue. Hein. Le producteur gère sa production. Donc, nous, en tant que vendeurs, donc on fait tout, la promotion des produits, la visibilité pour que le produit puisse être visible au niveau des acheteurs. Maintenant, le service de livraison assure la livraison à temps réel au niveau des clients. Maintenant, ce que disait tout à l'heure M. Diane par rapport aux confiances, c'est ça, hein, parce que ça soit nous en tant que vendeurs ou vous en tant qu'acheteurs, nous, la manière dont on vend sur les plateformes, c'est de cette manière-là qu'on achète. Ce n'est pas du tout gai que vous commandez, par exemple, une chaussure Nike bleu-blanc, on vous livre une chaussure Nike vert-blanc. Vous comprenez?
c'est pas à gaieté de cœur. Oui. Donc cette confiance-là, c'est nous, en tant que vendeurs, qui doit assurer la bonne, de pouvoir écouler le bon produit. Et pour cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a plusieurs aspects. Il y a plusieurs aspects qui sont derrière tout cela. Donc, concernant nous, la plateforme nationale, comme je l'ai dit souvent en réunion, donc moi je le veux pour le national, comme ils l'ont dit tout à l'heure. Ce qui produit à Ziguinchor, ce qui se produit à Ngaye, ce qui se produit à Bakel. Vous comprenez? Pouvoir écouler facilement leurs produits. C'est ça le système. Très bien. Et eux. Bon, il y a quelqu'un qui ouvre le micro. Est-ce que vous pouvez, si possible... Est-ce que c'est bon? Bon, je pense qu'il y a quelqu'un qui a ouvert le micro. Si on peut fermer les micros, pour aller à l'essentiel. Merci beaucoup. D'accord. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ils n'ont qu'à assurer une bonne production de qualité. Et là, on verra comment faire pour pouvoir l'écouler sur le national et l'international. C'est faisable parce que le e-commerce n'a pas de limite. Donc, c'est bien faisable. Sauf juste que la production soit de qualité. D'accord, merci Ibrahim Khalil. Nous allons passer aux questions après. Juste après avoir donné la parole à Ibrahim Diagne, je le disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, le Sénégal quand même est en train de faire un travail remarquable pour booster le e-commerce. Mais Khalil l'a souligné. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas quand même sauter pour pouvoir parler de e-commerce. On a parlé de problèmes de connexion parce que l'écoulement, si on n'a pas de plateforme qu'il faut pour avoir accès à Internet et écouler les marchandises, je pense que le mot e-commerce posera un certain problème. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut une fusion, une complémentarité entre les acteurs pour pouvoir donner quelque chose de vraiment concret qui pourrait faire avancer le secteur. Comme je l'ai dit, Ibrahim, tout à l'heure, vous avez évoqué la question de confiance, mais surtout, il y a cette prolifération de plateformes en ligne que les gens mettent, mais qui ne sont pas souvent très bien suivies. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas? Et le fait qu'aujourd'hui également, le e-commerce ne se limite pas uniquement au fait d'avoir une plateforme. Que dit-on de ces personnes qui vendent sur Facebook? Que dit-on de ce secteur également qui n'est pas assez réglementé, où tout le monde va de gauche à droite, pas n'importe où? Oui, merci Basile de soulever la question. Bon, il y a deux sous-questions dans cette interpellation. La première, c'est qu'il existe un secteur informel du digital en termes de e-commerce. Donc, tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, donc, c'est pas des vraies boutiques, c'est pas forcément des plateformes qui sont enregistrées, des produits qui le sont, etc. Et même, il peut même subsister un danger parce que des produits impropres à la consommation, que ce soit dans le cosmétique ou dans l'alimentaire ou même dans le médical ou le paramédical, il y a un vrai danger. Parce que le gendarme qui surveille la consommation n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un enjeu. Je pense qu'il est important que les autorités essaient de voir comment est-ce que cela peut-il être réglé. Parce que autant c'est de belles opportunités de jeunes qui partent de pratiquement rien et qui arrivent à monter des entreprises et qui arrivent à se prendre en charge, à évoluer. Ça, c'est le beau côté de la chose. Mais autant, il peut y avoir énormément d'abus parce qu'il n'y a pas le gendarme de la consommation présent sur les réseaux sociaux. Mais si je vais sur le deuxième volet de votre question, c'est de dire aujourd'hui, le e-commerce, on peut le mettre avec un volontarisme. Et je pense que c'est ce que nous essayons de faire. Quand je dis nous, c'est le consortium, donc c'est l'initiative du ministère du Commerce à travers la plateforme nationale du e-commerce. C'est de mettre un volontarisme parce que la plateforme ne suffit pas. Je pense que vous l'avez bien remarqué, les plateformes, ça fait 15 ans, 20 ans qu'elles se succèdent sans succès. Une des plateformes qui a pris, je ne veux pas la nommer, mais tout le monde connaît la plus grande marketplace qui est actuellement au Sénégal, c'est parce qu'il y a eu un volontarisme et des moyens conséquents pour soutenir dans la durée cette plateforme. Et même, je pense qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc, il ne suffit pas d'avoir une belle idée, un beau produit, une belle plateforme. Il faut que tout cela réponde à une dynamique de marché. Et derrière tout ça, on est dans une logique entrepreneuriale. Ça veut dire qu'il faut du marketing, il faut des services pour que le consommateur décide de faire appel à tel service, à telle plateforme plutôt qu'à telle autre. Et c'est ça, en fait, que les privés doivent faire.
mais la plupart des jeunes, et voilà, on est tous passés par là. On entreprend, on a une très belle plateforme, vraiment avec un design épuré, on a de très beaux produits, une très belle idée, mais on n'a pas l'énergie en termes de finances pour soutenir dans la durée, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, la démarche. Alors, quand on parle maintenant de plateforme nationale, ça, c'est un volontarisme public. L'État n'est pas là pour faire la concurrence, l'État est là pour organiser le marché pour que les acteurs du privé eux-mêmes en tirent profit. Donc, la plateforme nationale de e-commerce, c'est une logique de dire on permet à des boutiques d'avoir la capacité d'être dans le digital et de pouvoir mutualiser les moyens qui leur permettent de faire la promotion et même de mutualiser les services intégrés. Ensuite, ce sera leur boutique, leurs produits, leurs clients. Le reste leur appartiendra. Et donc, c'est une logique volontariste à l'échelle publique. Je pense que, en fait, le péché de tout entrepreneur, quel que soit le domaine dans lequel on entreprend, c'est de se focaliser sur le produit et de minimiser le marketing, ce qui fait que la personne va choisir, va prendre la décision d'acheter, au-delà des aspects de confiance, adressage, toutes ces questions qui ont été posées par ailleurs. Donc, c'est bien qu'il y ait un volontarisme public dans la promotion du commerce électronique. On verra ce que ça va donner. On verra quel raccourci ça peut donner à des acteurs privés pour que non seulement ces derniers soient formels, que ces derniers également puissent profiter des services à valeur ajoutée intégrée et que donc le reste, c'est le marché. Le rapprochement entre le producteur et le consommateur, c'est un rapprochement qui se fera par le marché. Il y aura des intermédiaires. On ne pourra jamais voir quelqu'un qui cultive et qui livre directement dans la cuisine. Ça peut arriver, mais ce serait vraiment, ça relèverait de l'anecdotique. La réalité, c'est qu'il y a toujours des intermédiaires, quelle que soit la chaîne de valeur, et que les intermédiaires sont porteurs de valeur ajoutée pour les uns comme pour les autres. Donc, le producteur devrait avoir plus de valeur à son compte et l'acheteur, le consommateur final également. Donc, c'est l'efficacité de cette intermédiation-là qui produit de la valeur qui peut être partagée à la fois en amont, en aval et par l'intermédiaire humain. Donc, voilà un peu. Je ne vous lâcherai pas parce que vous avez parlé du dynamisme du marché, mais vous avez prononcé un mot qui est le nerf de la guerre, ça veut dire le financement. Aujourd'hui, que ce soit au niveau de Ghana 2000, que ce soit dans d'autres structures, c'est une problématique qui revient tout le temps. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a vraiment des défis à relever dans le financement du e-commerce pour aider les jeunes startups et aller vers les champions locaux? Tout à fait. Moi, je pense que ça passe d'abord par une mutualisation. Parce que quand vous dites financement, c'est une entreprise va avoir ses moyens, ses propres moyens pour assurer l'ensemble des services et les coûts marketing nécessaires à son activité, même les coûts de gestion. On va mettre tous les trois ensemble. Si cela est mutualisé, parce qu'il y a une démarche aujourd'hui, disons, bon, avec la DER pour ne pas la nommer, ou d'autres organismes qui vont dire, nous, on va construire des socles de mutualisation pour les services, également pour la gestion, pour la logistique, pour n'importe quoi. Et du coup, un entrepreneur qui rentre dans un secteur, le niveau de coût qu'il doit assumer tout seul pour exister sur le marché et avoir sa propre valeur va être réduit parce qu'il y aura une échelle de mutualisation qui va exister. Et même en termes de communication, par exemple, imaginez-vous qu'il y ait un label voilà, pour les e-commerçants et que ce label-là fasse l'objet d'une communication grand public avec tous les supports qu'on connaît. Imaginez-vous qu'il y a 1000 boutiques qui sont rattachées à ce label et à cette plateforme. C'est un bénéfice pour ces plateformes de pouvoir crédibiliser leur offre et valoriser leur offre. Donc, je pense qu'il ne faut pas donner 1 milliard à 100 entreprises. Il faut d'abord créer un pack de mutualisation et ensuite on peut donner des 100 millions à des entreprises qui auront finalement le même impact que si on leur avait donné 1 milliard sans mutualisation. Très bien, merci monsieur Diagne. Alors nous passons, avant de donner la parole à Oumar, aux questions. Est-ce que Soda, vous pouvez nous faire part des questions qui ont été posées si possible, si vous êtes toujours en ligne? Sinon, je pourrais lire les questions rapidement. Oui, bonjour à tous. Par rapport aux questions, en fait, on a eu monsieur Dave Camara qui a parlé en fait de plateformes locaux, mais je pense que monsieur Bass a répondu à sa question. Peut-être qu'on pourrait le laisser développer.
Sinon, en dehors de cela, on a M. Diao aussi qui voulait prendre la parole. Je pense qu'il faut lui donner la parole parce qu'il a beaucoup de questions. Voilà. D'accord, monsieur Dia, vous pouvez prendre la parole parce que c'est beaucoup plus intéressant que que les intervenants puissent vraiment parler par rapport à cette problématique et aux solutions du e-commerce. Monsieur Dia, vous avez la parole, s'il vous plaît. Il n'est pas là. Bon, Yoro Diao, vous êtes là? Bon, sinon, est-ce qu'il a la possibilité? Je pense qu'il faut changer son statut. Aminata. Oui, parce que là, c'est Aminata. Je pense que c'est l'autre qui est haute. Vous m'entendez? Aminata Diallo, c'est vous le... Oui, on est en train de gérer avec lui. Voilà, ouvrez-lui le micro. Il va poser ses questions. La question est ouverte à tout le monde. Hein, donc, Et en attendant aussi, si on pouvait donner la parole à M. Malik Diallo, le directeur du commerce extérieur. Effectivement, s'il est en ligne, bien sûr, le temps de régler le problème avec M. Diao. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, effectivement, M. Diallo. Bienvenue et merci d'avoir participé à ce webinaire qui parle des solutions, les barrières et solutions du e-commerce. Donc, en tant que directeur général, votre réaction serait bien la bienvenue. Merci beaucoup, Michel Chénian, et désolé de vous avoir pris en marche. J'étais à une autre rencontre, mais je suis heureux de prendre part à cette discussion très intéressante. J'avoue, j'ai raté beaucoup de choses qui ont été dites, mais j'ai piqué par hasard l'intervention de M. Diagne, extrêmement pertinente. J'ai eu également à écouter certains parler de contraintes liées à la confiance dans le domaine du numérique, confiance surtout peut-être de la part des consommateurs, mais également des difficultés liées au link entre les producteurs et peut-être certaines plateformes. Je pense que il y a beaucoup, disons, d'initiatives, de stratégies qui sont mises en place pour soutenir le développement du commerce électronique. On est en stade de balbutiement, je peux dire, puisque c'est des secteurs, c'est un secteur qui fait face à beaucoup de contraintes sur le plan des infrastructures, sur le plan de la technologie, mais aussi sur le plan, disons, socio-économique en termes de mode de consommation dans nos pays. Mais je pense que les efforts combinés, aussi bien du secteur public que du secteur privé, peuvent aider à améliorer les choses et à positionner le Sénégal comme un hub à la matière telle que planifié et prévu dans le plan Sénégal émergent. Et je pense que le rôle primordial du secteur privé et de vous-même en tant que consortium est décisif. L'État sera là pour accompagner. Et je pense que c'est le sens des initiatives qui ont été prises par le ministère du Commerce, impulsées par Madame le ministre, pour accompagner cette dynamique à travers la plateforme nationale, et qui, comme M. Diagne l'a dit, n'est pas là pour faire de l'ombre ou pour faire concurrence aux vrais acteurs qui sont vous, ces startups qui se déploient chaque jour, qui font preuve
de créativité est en train d'être fait. Maintenant, ça demande beaucoup de ressources pour pouvoir vous accompagner. Et je pense que vous avez posé tout à l'heure la question liée au financement. Je pense que c'est, comme vous l'avez dit, voilà, le nerf de la guerre. La stratégie de développement du commerce électronique demande des ressources. Nous ferons tout au niveau de la direction du commerce extérieur pour avoir des ressources non seulement à travers des partenaires, mais aussi dans le budget consolidé d'investissement pour pouvoir mettre en œuvre certaines actions prioritaires qui sont prévues là-dedans et qui aussi rentreraient dans le cadre de la stratégie beaucoup plus globale du Sénégal, qui est la stratégie Sénégal numérique 2025. En tout cas, nous ménagerons aucun effort. Nous vous écoutons, nous suivons les discussions, nous prenons note des contraintes, que ce soit aussi bien juridiques, mais également des contraintes liées aux infrastructures, mais également des investissements qui sont nécessaires. Et nous essaierons de prendre ça à bord afin de pouvoir entamer une phase véritablement opérationnelle de ces différentes stratégies qui sont en place. Donc, j'aurais voulu activer ma caméra pour que les gens me voient, parce qu'il y a beaucoup que j'ai commencé déjà à appeler. D'autres, je ne l'ai pas encore fait, mais je le ferai pour pouvoir prendre contact et voir comment nous pouvons continuer le travail extrêmement important qui a été commencé. Donc, vous êtes nos partenaires privilégiés et je suis à votre disposition et à votre écoute pour trouver les voies et moyens de vous accompagner encore plus. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Malik Diallo, directeur, le directeur général du commerce extérieur, qui prenait un peu la parole et qui a évoqué pas mal de questions, donc qui touchent un peu les contraintes juridiques, mais d'infrastructure également par rapport au développement du e-commerce. Et je pense qu'aujourd'hui, sans l'État, le secteur privé aussi ne pourrait pas aller seul. Il faut vraiment cette complémentarité pour pouvoir élever et faire avancer les choses. Alors, pour ceux qui veulent vraiment prendre la parole, il faut lever la main et prendre la parole. Donc, on va donner la parole à Dave parce que l'autre est parti et il y a pas mal de questions quand même qui ont été posées. Soda, je vous laisse avec les questions, s'il vous plaît. En fait, on va juste laisser à Dave le soin de nous dire ses questions. Voilà. Si on peut lui lui ouvrir son micro. Donc, Dave, vous avez la parole. Si Aïssatou, bien sûr, vous permet de parler. Bonsoir à tous. Bonsoir, Dave. J'espère que vous allez bien. Merci. Bien à vous. Ma question, c'était est-ce que l'e-commerce peut-elle être une alternative pour nous, les étudiants? Et aussi, si c'était le cas, comment faire pour nous lancer et dans quel secteur d'activité on pourrait se positionner? C'est une très bonne question qui pourrait être répondue par Oumar, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous des étudiants entre parenthèses. Et aujourd'hui, le e-commerce génère énormément d'argent et c'est une occasion pour vous d'investir dessus si vraiment vous avez la possibilité de le faire. Si on a un secteur d'activité qui avoisine à peu près les 112 milliards d'euros, c'est partout dans le monde par rapport au e-commerce, je pense que c'est une opportunité, n'est-ce pas, Oumar? Bon, moi, je vais répondre à cette question-là très rapidement avec une approche un peu, en tout cas, centrée sur ce qu'on observe en termes opérationnels. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, il y a une catégorie d'acteurs qu'on appelle les social sellers. Donc, il y a une étude très récente de Mastercard qui a notamment pointé qu'il y a une augmentation, en tout cas de 73%, donc de la consommation en ligne, principalement en Afrique et
et dans le Middle East. Et pratiquement, plus de 50% de ça, ça vient des réseaux sociaux. Donc, ça vient de cette catégorie-là que j'appelle les social sellers. Donc, en gros, ce n'est pas forcément des entreprises formelles qui ont un site Internet, une plateforme, etc. Non, parfois, c'est juste des individus, des particuliers comme vous et moi, qui se mettent donc à vendre des produits, donc avec une sélection très pointue. Et aujourd'hui, à travers tout ce qu'on a dit tantôt sur les piliers du e-commerce, donc qui aujourd'hui ont réussi à se créer une présence digitale et à vendre. Aujourd'hui, nous, Yobante, on travaille avec en tout cas plus d'une centaine de ces acteurs-là. Je peux vous dire qu'un des acteurs, il peut faire en termes de chiffre d'affaires par semaine jusqu'à 7 à 8 millions. Donc, pour un particulier qui vend des choses en ligne, et plus ou moins, et ça varie. Il y en a d'autres qui font beaucoup moins. Et pour vous dire quand même que c'est quelque chose qui se confirme sur l'aspect opérationnel. Et aujourd'hui, tous ces acteurs-là, donc c'est des jeunes, donc comme vous, Dev, ou comme moi, comme d'autres personnes, etc., qui n'ont pas forcément une compétence sur le digital, etc., mais quand même parce qu'il faut savoir aussi, avoir une présence digitale, il y a un certain nombre d'aspects qui ne sont pas forcément… donc, voilà, il y a une différence entre le marketing digital et le marketing classique, plus ou moins. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes, des influenceurs, donc des acteurs de la mode, donc des étudiants, etc., qui s'y lancent et qui commencent par quelque chose, qui identifient un besoin qui n'est pas satisfait parce que généralement, moi je dis, il y a 5 composants clés pour aujourd'hui avoir un écosystème entrepreneurial ou un écosystème, ce que je connais moi personnellement, start-up réussi. Donc aujourd'hui, le premier, c'est en tout cas d'avoir du talent. Donc on peut dire le talent qui vient de la tech, qui vient du design ou d'autres secteurs d'activité, que ce soit même tes aspects, en tout cas légaux. L'autre aspect très important, le deuxième aspect, c'est en tout cas le capital risque. Donc le capital risque, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est soit le venture capital ou bien le angel investment. Ça veut dire que c'est des institutions d'investissement aujourd'hui qui font confiance à des entrepreneurs qui n'investissent pas que sur une personne ou que sur un produit, c'est un ensemble, une équipe, une exécution, une capacité aussi, en tout cas, d'avoir un produit qui marche et que le marché teste. Et tout ça, ça commence par une initiative, ça commence à d'abord identifier, comme on a dit tout à l'heure, une problématique non satisfaite. Et voilà, on en a beaucoup des problèmes au Sénégal. Hein. Donc, ça doit être une opportunité donc pour les jeunes, que ce soit étudiants ou voilà. Moi, je suis ce qu'on appelle un second level startup founder. Donc, je suis à ma deuxième startup. Donc, Yobante, c'est ma deuxième startup. Ma première, c'était NanoAir, mais pour vous dire que moi, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Bon, j'ai fait les études universitaires au Sénégal. Donc, aussitôt après mon diplôme d'ingénieur à la section informatique de l'université de Dakar, je me suis lancé à créer mes entreprises. Aujourd'hui, Yobante opère dans plus de 9 marchés africains. Et donc, on vient de faire notre levée de 1,2 million de dollars. Et tout ça, c'est par quelqu'un qui n'a jamais eu un poste quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'opportunité pour moi, mais j'ai choisi, et ce n'est pas aussi un chemin facile. Je ne suis pas un vendeur de rêve pour dire que tout le monde peut le faire, mais avec une bonne vision et savoir s'entourer et savoir aussi identifier des différentes problématiques. Bien entendu, l'autre facteur clé, c'est la coopération entre jeunes pousses, c'est-à-dire start-up, et les corporates ou les grandes entreprises. C'est pouvoir, parce que d'un côté, les grandes entreprises ont beaucoup plus de ressources, mais ont une capacité d'innovation limitée par leur process, par leur manière de fonctionner, etc. Et contrairement aux startups qui n'ont presque pas de ressources au début, ou même quasiment presque pas, mais avec une capacité d'innovation et une rapidité d'exécution extraordinaire. Mixer ces deux mondes-là, ça donne quelque chose. Et le troisième point, c'est des programmes d'accélération. Donc, des programmes d'accélération adaptés, non pas centrés sur des compétitions de concours, etc., mais qui sont centrés à créer une valeur donc réelle à identifier. Et l'autre aspect, le cinquième aspect très important, c'est aujourd'hui
le support gouvernemental, le support public. Et là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et comme nos prédécesseurs l'ont bien dit, le gouvernement est là pour mettre un cadre, pour accompagner ces ensembles d'acteurs. Ce n'est pas le gouvernement lui-même qui va créer de l'emploi ou qui va gérer cette activité. Le gouvernement met en place un cadre juridique, met en place une facilité, un accompagnement adapté pour permettre aux différents acteurs, le secteur privé, justement de se développer. Donc, c'est ces ingrédients-là qui vont faire un écosystème entrepreneurial réussi. Et comme le disait quelqu'un, donc je pense que c'est un de nos entrepreneurs phares en Afrique. Oui, donc, voilà, aujourd'hui, pour avoir des grandes entreprises, il faut prendre soin des petites entreprises. Et donc, ça commence par ça, parce qu'aucune des grandes entreprises qu'on connaît actuellement, que ça soit Apple, ça a commencé dans un garage, ou les autres, ils n'étaient pas nés grands comme ça. Donc, ils ont commencé à être petits. Et donc, c'est exactement ce que j'ai à répondre par rapport à ça. Merci Oumar. Vous avez parlé de 5 composantes clés. Malheureusement, vous n'avez pas cité les 3. Vous avez parlé de talent, de capital risque pour l'étudiant qui nous écoute, qui puisse comprendre en fait qu'est-ce qu'il faut. Mais nous allons y revenir parce qu'il y a pas mal de questions qu'on doit prendre par rapport au webinaire. Alors, Soda, nous avons également Ndiaye Wak qui pose une question de l'aspect juridique. Malheureusement, on n'a pas ici, au niveau du panel, un juriste pour nous parler de ces problématiques concernant comment faire pour respecter les contrats, résoudre les litiges et protéger les consommateurs. Existe-t-il une stratégie qui permet de développer des marchés régionaux pour le commerce transfrontalier? Je pense que c'est des questions aussi que M. Diallo pourrait peut-être répondre en tant que directeur du commerce extérieur, parce qu'aujourd'hui, on parle de la ZLECAf et la facilité de pouvoir faire du commerce. Si vous voulez poser des questions, il faut lever la main. S'il n'y en a pas d'autres, on retourne au débat avant de conclure. Soda, d'autres questions qui sont en cours? Oui, nous avons Mohamed Bokoum qui souhaite prendre la parole. Donc, si vous pouvez lui activer son micro. D'accord. Alors, je rappelle que moi, je suis en mode panéliste. Oui, je dis ça pour Aminata et Aïssatou. Oui, c'est fait, Soda. Sinon, moi, je suis un simple panéliste. Hein, je ne sais pas pourquoi. C'est bon, il a le micro ouvert. Vous nous laissez, mais il n'y a pas de problème. On va et Soda, mais il n'y a pas de souci, puisque je ne peux pas être un animateur. Allez-y. Oui, c'est bon, il a le micro ouvert. Allô, oui, bonjour à tous. Bonjour Mohamed. Ouais, en fait, c'est Mohamed Ndiaye Bokoum. Moi, je suis juriste spécialisé en droit du numérique. Et j'aimerais rapidement apporter peut-être une contribution et pour terminer peut-être par une question. D'abord, par rapport à l'aspect juridique dont vient évoquer l'un des participants. Je pense que déjà au Sénégal, nous avons le cadre réglementaire nécessaire pour pouvoir encadrer les activités du commerce électronique, notamment avec la loi de 2008 sur les transactions électroniques et le décret d'application de la même année. Ensuite de cela, on a récemment, en 2021, adopté le code de la loi sur le prix et la protection des consommateurs qui contiennent aussi certaines dispositions qui sont applicables dans le cadre du commerce électronique. Par rapport au contrat, je pense que le code a été clair. Il y a des obligations qui sont mises à l'endroit des cybercommerçants. Il y a aussi des droits qui ont été conférés aux clients et tout ça. En fait, en consultant cette loi-là et le décret, on peut trouver tous les aspects juridiques nécessaires qui encadrent l'activité de commerce électronique. Maintenant, par rapport avec les échanges qui ont eu à se dérouler ici, je pense qu'il y a, sur les questions qui ont été développées, il y a beaucoup de barrières qu'on voit à travers le commerce électronique. Heureusement, je peux dire avec peut-être la mise en place de cette plateforme-là initiée par le ministère, on peut du moins, bien que certains diront que le ministère est en train de concurrencer peut-être les autres acteurs, mais nous, on va se focaliser sur l'aspect positif. C'est-à-dire que cela va permettre à des acteurs qui peut-être avant n'avaient pas l'occasion ou la possibilité peut-être avec les moyens limités de mettre en place un site web, de mettre en place les stratégies marketing nécessaires, ou bien tout ce qui tourne autour du commerce électronique qui pourrait leur permettre de développer les activités, mais avec cette plateforme-là, ils auront cette possibilité. Seulement que la question que je me pose, c'est peut-être
si cette plateforme veut la promotion du commerce électronique sur le plan national, mais certains commerçants qui sont au niveau au fin fond du Sénégal où la collectivité n'est pas du tout présente, qu'est-ce que la plateforme ou bien le ministère compte faire pour permettre à tous les Sénégalais, tous les acteurs qui veulent se lancer dans l'e-commerce d'avoir la possibilité d'utiliser cette plateforme et découvrir leurs produits? Ça, c'est une très bonne question, monsieur. Non, problème avec. Réalisé par l'État. Alors, on ne vous a pas entendu, hein, Basile. Oui, oui, je parlais plutôt de la question de Bokoum qui vient de quitter, qui parle un peu de cette problématique des acteurs, par exemple, qui sont un peu loin du Sénégal et qui veulent faire du e-commerce. Comment ils pourront, par exemple, être en contact avec une plateforme qui sera lancée par le gouvernement ou bien par l'État? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment les soutenir? Et ça rentre dans le cadre aussi de l'UNAPAD qui est là également, qui est composé de plusieurs acteurs qui n'arrivent toujours pas à mettre la main sur ce genre de plateforme. Est-ce que M. Diallo est disponible ou il est parti? Bon, M. Diallo n'est pas disponible actuellement. Donc, oui, oui. Je suis là. Je suis là. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou c'est peut-être de l'autre côté. Mais j'entends très mal ce que c'est dit, ça coupe. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Donc, la question, c'était par rapport à Bokoum qui vient poser cette question. OK, super. Donc, je pense qu'il y a un petit souci de problème de connexion à M. Diallo. Oui, là, je vous ai perdu, M. Niane, mais je pense que j'ai pu capter la question de... On vous entend très bien. Hein? Allô, M. Niane? Oui, on vous entend très bien. On vous OK. Ouais, je voulais remercier M. Bokoum. Je pense que c'est une question très pertinente. Je pense que l'un des atouts, je pense, du commerce électronique et du numérique de façon générale, c'est voilà, d'améliorer l'accessibilité et l'accès au marché, aussi bien dans les centres urbains qu'en milieu rural. On a beaucoup de producteurs dans les régions reculées du Sénégal qui aussi doivent pour être sur les marchés et vendre leur production. Et je pense que cela fait partie de cette démarche inclusive que le commerce électronique porte. C'est dans ce sens que je pense qu'il faut comprendre l'intervention du ministère du Commerce à travers la plateforme e-Comcom et également la plateforme boutique 221 qui vient aussi d'être lancée. C'est pour permettre à tous ces commerçants dans les zones reculées de pouvoir avoir les mêmes opportunités que ceux qui sont à Dakar ou dans les villes les plus grandes du Sénégal, de pouvoir accéder à ces plateformes et de pouvoir commercialiser leurs produits. Cette initiative de l'État
doit être aussi complétée par l'initiative privée qui doit aussi couvrir l'ensemble du territoire national conformément au principe de l'équité territoriale. Je pense qu'on s'inscrit dans cette dynamique. C'est un début, mais d'autres actions sont nécessaires pour répandre ça encore plus. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Diallo. C'est une réponse, c'est une question également qu'on va poser à Monsieur Diagne. Mais avant de donner la parole, on aimerait également avoir l'avis de l'UNAPAD par rapport à l'utilité, quelles sont les solutions et les défis surtout à relever pour avoir vraiment cette plateforme de e-commerce, être vraiment une digitalisation de leurs produits. Est-ce que M. Samimende s'appelle Sadimbe, si c'est, excuse-moi d'avoir mal prononcé votre nom, vous êtes toujours là? Il n'est pas là, donc on repasse la parole à M. Ibrahim Diagne pour la question de Bokoum. Monsieur Diagne, vous êtes là? Oui, je suis là, mais en fait, j'ai raté la question de M. Bokoum. Est-ce que vous pouvez me la formuler rapidement? M. Bokoum s'inquiétait un peu sur le fait qu'il y a des gens qui sont un peu loin du Sénégal et qui ne peuvent pas en fait bénéficier du e-commerce vu la mauvaise connexion, etc. Donc, comment aujourd'hui on peut pallier à ces genres de problématiques avec le secteur de l'État qui est en train de faire des projets dans ce sens-là? Ok, alors je ne sais pas si par la distance, il parle de personnes qui sont au Sénégal, mais dans des zones dites isolées, ou s'il parle des personnes qui sont à l'étranger. Non, des personnes qui sont au Sénégal, mais dans des zones isolées. Si je comprends bien, M. Bokoum. Voilà. Donc, ça, je pense qu'il y a un souci aujourd'hui d'équité territoriale, qui est un principe, en fait, en tout cas qui figure dans les plans du gouvernement. Je ne peux pas parler au nom de l'État parce que je n'en suis pas un représentant, mais je crois savoir que l'équité territoriale est un souci majeur sur tous les domaines. Alors, lorsqu'on rentre sur la question digitale, ça crée peut-être quelque part de grandes possibilités pour réduire les inégalités, mais également, parfois, ça peut provoquer encore une plus forte marginalisation. Je pense que c'est des politiques publiques qui sont périphériques à l'action même du commerce électronique qui vont réduire, en fait, ces inégalités et ces distances. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas prendre un sujet et lui accorder ou bien relier à ce sujet toutes les dimensions sociales et économiques qui sont des questions persistantes dans l'économie. Sinon, à force de vouloir mettre quelque chose de très égalitaire, on peut être amené à mettre quelque chose de pas efficace. Donc, je pense, ma perception, c'est que les questions d'inégalité territoriale sont pesantes, sont également très préoccupantes. Ce n'est pas au commerce électronique de les régler, mais le commerce électronique est un facteur qui peut faciliter leur résolution. Mais ces questions d'équité territoriale sont des questions d'intérêt majeur. Et je pense que le digital est un levier qui peut beaucoup apporter, mais pas que. Il faut vraiment une véritable politique d'égalité territoriale qui va être basée sur des incitations, parce qu'on parle de production, mais c'est des incitations qui vont faire que le tout ne se concentre pas autour des pôles urbains ou des pôles économiques. C'est des incitations qu'il faut, des infrastructures qu'il faut. Et c'est la seule raison pour laquelle les gens trouvent leur bonheur en n'allant pas polariser les pôles urbains, pour me répéter un peu. Donc voilà, c'est une question pertinente. Pour moi, le commerce électronique est un levier, mais ce n'est pas une solution à ces questions-là qui doivent être réglées sur un autre plan. Et le commerce électronique ne sera qu'un facilitateur dans cette démarche. Voilà. Je pense que vous avez le micro fermé si vous êtes en train de parler.
Donc, ça nous pousse à parler des solutions et revenir avec Khalil vraiment pour pouvoir un peu les défis et qu'est-ce qu'il faut pour vraiment entrer dans cette digitalisation, mais surtout améliorer les conditions de l'association, par exemple, des e-commerçants au Sénégal. Khalil? Oui. Allô? Allô? Oui, nous sommes aujourd'hui dans la partie solution. Aujourd'hui, avec votre structure, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour collaborer et développer l'aspect du e-commerce à votre niveau? Donc, la première solution, c'est la formation. C'est la formation. Il va falloir... Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. OK. La première solution, c'est la formation. Parce que là aussi, donc, le e-commerce a des exigences. Hein, parce que là, la personne ne peut pas commander le livre de n'importe quoi. Donc, il va falloir se former d'abord de comment emballer, comment expédier les produits. Mais non, nous, en tant qu'acteurs du e-commerce, comme l'a dit tout à l'heure M. Diagne, nous, on peut jouer notre rôle. Mais on n'a pas une solution globale. Comme je l'ai dit au début, donc il va falloir qu'on s'accompagne, qu'on se mutualise, qu'on travaille ensemble. Nous, à notre niveau, comme je l'ai dit tantôt, une fois que les produits sont disponibles, nous, on aura notre politique de visibilité avec des startups ici présents. Mais aussi, il y a la main de l'État qui doit nous accompagner. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un pays les moins avancés, pour ne pas dire les pays pauvres. Donc, il est très difficile pour les entrepreneurs. Il est très difficile. Donc, le financement, il est très difficile aussi parce que nous, ce qu'on a comme mode de financement, ce sont les mutuelles d'épargne et de crédit, pour ne pas citer les banques, parce que là, on n'a pas accès pour le moment. Donc, parce que les conditions sont très dures pour y être accès. Maintenant, les mutuelles avec des taux de 25 voire 30%, c'est exorbitant, avec une durée très limitée. Là aussi, il n'est pas facile de pouvoir développer d'une manière fulgurante certaines activités. Vous comprenez? Donc, de l'autre côté, il va falloir que l'État aussi se positionne comme acteur principal, qui accompagne et qui forme, qui encadre pour que nous, en tant que jeunesse, en tant qu'acteur principal, puissent pouvoir mettre les bouchées doubles pour pouvoir créer le maximum d'emplois par rapport à ce secteur-là. Parce que nous le savons ou pas, si on rate le secteur, l'activité numérique, cette période-là, si on la rate, c'est-à-dire tout ce qui est e-commerce, parce que e-commerce, c'est tout un ensemble, là, il y a tout dedans. Il y a les startups, il y a tout. Donc, si on le rate, vraiment, donc, on va passer totalement à côté. Donc, c'est le moment que l'État, c'est le moment, comme je vais interpeller directement M. Diallo, c'est le moment de mettre au devant tout. Parce que c'est le moment de renforcer l'activité économique via le e-commerce, c'est-à-dire de sensibiliser, de faire tout pour que les gens comprennent que actuellement c'est le digital. Parce qu'on ne peut pas le lier. À long terme, tout va se disparaître. Le commerce classique va disparaître. On ne peut pas le lier. Il va se disparaître soit par une autre méthode va venir beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fulgurant, beaucoup plus agressif. Et que là, des multinationales comme Amazon, comme Rakuten, comme eBay vont s'installer ici au Sénégal. Et là, donc, nous, en tant qu'acteurs, en tant que fils du pays, on va toujours suivre ces gens-là. Donc, c'est le moment propice pour que l'État prenne les devants, d'encadrer, de regrouper l'ensemble de ces acteurs-là, que ce soit les acteurs de livraison, que ce soit les commerçants, que ce soit les producteurs. Quand je parle de producteurs, je parle des producteurs d'huile de palme, je parle des producteurs qui sont à Ngaï. Quelle que soit leur unité de production, ce sont des producteurs. Il suffit juste de les aider, de les former, de les accompagner pour qu'ils puissent mettre en devant le produit. Parce que l'importance du e-commerce, c'est quoi? C'est-à-dire tu peux être dans ta petite localité, comme l'a dit tout à l'heure à Bokoum, parce que là, c'est un problème de connectivité. Là, c'est pas le e-commerce qui gère, c'est l'État qui gère. C'est l'État qui doit frapper sur la table
pour que les acteurs qui fournissent la connexion puissent le faire de manière équitable et stable. Vous comprenez? Parce que là, on parle de fibre optique. Maintenant, même le directeur du commerce extérieur, il peine à se connecter bien. Donc, l'autre panel, c'était la même chose. Donc, il peinait à se connecter. Donc là, c'est l'État. Je pense qu'aujourd'hui, la connectivité est un problème dans tous les secteurs du numérique et c'est un des défis que nous devons relever partout. Et je crois que votre appel a été bien entendu. Je résume au niveau de la formation. Pour terminer, c'est-à-dire nous, on est prêt à accompagner le ministère sur toutes ces actions. On est prêt à l'accompagner, que ce soit sur la formation, que ce soit sur l'ouverture des boutiques virtuelles. On est prêt à l'accompagner, qu'il fasse le tour du Sénégal. Parce que l'économie sénégalaise qui va en gagner. Comme je l'ai dit souvent, si quelqu'un se permet d'être à Dakar et acheter son huile de palme à Ziguinchor, son noix d'acajou, quelque chose comme ça, c'est sur Angaï. Donc, c'est l'économie sénégalaise qui va en faire les bénéfices. Et ce petit producteur-là, d'ici 5 ans, peut devenir grand. Et qu'un grand producteur, on ne va pas lui demander d'aller chercher des papiers ou bien d'être en règle. Parce qu'il va le faire. Il va le faire. C'est le système qui va le pousser à être formel. C'est une réalité. Vous comprenez? Donc, nous, en tant qu'acteurs, on est prêt à collaborer avec l'UNAPAD. On est prêt à aider le ministère sur l'ensemble de ces tournées, de ces campagnes de sensibilisation et d'accompagnement. Donc, on est prêt. Merci beaucoup. Il y a énormément de questions que je vois ou bien des propositions parce qu'il y a plusieurs sujets qu'on pouvait aborder, mais malheureusement, on n'aura pas d'évoquer tout cela. On nous parle de commerce électronique, bien qu'il y a encore beaucoup de défis à relever. Il y a souvent cet aspect sécurité également et cybercriminalité qui a été posé par Madame Marina, si je ne me trompe pas. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on pourrait après discuter et avancer, sachant que nous sommes là pour des solutions et surtout parler des barrières. Et c'est à travers ce genre de webinaire que nous arriverons à lister les barrières, mais surtout donner des solutions. Je ne sais pas, est-ce que M. Cissé est là, parce qu'on essaie de donner la parole, mais le micro ne passe pas. Oui, Sabina Cissé, désolé pour le nom. Parce que ouais, d'accord, donc c'est comme un salam. Alors, nous sommes dans les parties solutions. Aujourd'hui, nous avons entendu des problèmes comme la formation et le financement qui devaient être des solutions pour développer le e-commerce. Est-ce qu'au niveau de votre institution et de votre structure également, c'est les mêmes problématiques qui reviennent ou bien il y a des solutions que vous préconisez qui pourront être posées sur la table du ministère ou de l'État? Oui, c'est que merci beaucoup. Je vais m'aborder dans le même sens de l'autre, M. Bokoum. Dans les localités les plus reculées, il faut comme je vous donne un exemple à Mabo. Exemple. Il y a beaucoup de producteurs, il y a beaucoup de gens qui font de la transformation et qui veulent mettre mettre leurs produits à la disposition des gens. Nous rencontrons une cause pour laquelle l'UNAPAD a créé des boutiques dans des localités. Mais est-ce que le e-commerce ne pourrait pas lancer dans ce sens-là pour au moins créer des boutiques dans des localités pour que des produits puissent converger là-bas? Parce qu'il y a des produits qui sont dans des localités et les gens qui sont dans ces localités-là n'ont pas de connexion. Là, est-ce que le e-commerce ne pourrait pas créer des boutiques dans des localités pour que ces structures qui sont là-bas ou les coopératives qui sont là-bas, qui sont dans la transformation, dans la production, puissent vraiment amener leurs produits là-bas pour qu'au moins e-commerce pourrait les accompagner. Une autre chose encore, est-ce que l'État ne pourrait pas instruire ou instruire les collectivités locales pour qu'ils puissent au moins, eux, dans leur localité, pour qu'ils puissent avoir la connexion, pour que les gens puissent au moins se connecter pour mettre leurs produits à la disposition de e-commerce.
Oui, monsieur Cissé, mais moi j'ai une question par rapport à cela. Vous parlez de boutique, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre en avant cette loi de proximité par rapport au e-commerce au niveau de chaque région pour aider dans le développement, par exemple, parce qu'on a des moyens de paiement qui sont disponibles pour faire ça. Oui, c'est une possibilité. Mais il faut que l'e-commerce doit être proche de la population. Doit être si proche de la population. Allô, oui, allô? Oui, on vous entend très bien. En tout cas, si les collectivités locales, si l'État pourrait vraiment impliquer les collectivités, ou le service de chargé du développement communautaire, qui a presque l'ensemble des transformateurs du Sénégal, ils ont leur base de données. Est-ce qu'ils ne pourraient pas vraiment, e-commerce, comme e-commerce travaille avec l'État, l'État son partenaire privilégié, que l'État puisse vraiment impliquer ces services-là pour que les gens qui sont dans les localités puissent être vraiment être soutenus. D'accord, merci, monsieur Cissé. Et ça pose la problématique de la livraison de l'écoulement, d'où Oumar Bass. Aujourd'hui, avec Yubontel, je crois qu'il y a des solutions pour aider ces personnes. Excuse-moi, ce n'est pas Yubontel, c'est Yubontel Express. Excuse-moi. Parce que Yubontel, effectivement. Donc, par rapport à la livraison, parce qu'on parle de loi de proximité, aujourd'hui, je pense que c'est des solutions comme votre structure qui peut régler ce genre de problème. Oui, effectivement, parce que nous, c'est déjà ce qu'on fait, ça fait maintenant plus de 2 ans et demi, parce qu'aujourd'hui, on a une couverture quand même sur l'intégralité du territoire sénégalais, parce qu'aujourd'hui, on a des réseaux, je cite l'exemple de notre partenaire Soretool, par exemple, pour être un peu plus concret. Aujourd'hui, Soretool commercialise des produits locaux transformés par des femmes qui ne sont pas à Dakar, qui sont aujourd'hui à Kédougou, pas à Kédougou-Ville, hein, donc dans la région de Kédougou, qui sont en Casamance, que ce soit le Blouf, que ce soit ailleurs, qui sont à Saint-Louis, pas à Saint-Louis-Ville. Mais comment ils font? Aujourd'hui, c'est Yobante Express donc, qui fournit en tout cas cette logistique-là pour récupérer ces produits-là du champ ou de la maison de la femme productrice pour les acheminer en tout cas à l'entrepôt de Soretool et en même temps faire le dernier kilomètre à partir de l'entrepôt, après bien sûr le packaging, etc., pour faire la distribution. Aujourd'hui, on a même des clients, que ce soit particuliers, etc., qui sont des producteurs de mangue. Aujourd'hui, ils font une requête de livraison à travers nous. S'ils n'ont pas Internet, ils ont le standard, de toutes les façons. Ils peuvent appeler ou ils parleront en langue locale avec nos téléconseillers qui sont déjà disponibles, eux qui vont transmettre cette requête-là sur notre système, puisque voilà, on digitalise cette information et nos transporteurs qui sont dans ces zones-là vont se rendre dans le champ de l'agriculteur. Pas plus tard que l'année dernière, il y avait un agriculteur qui avait témoigné, il était dans son champ, il avait récolté 4 sacs de mangue qu'il a déjà trouvé un acheteur à Dakar, mais il ne savait pas comment le faire. Il a utilisé Yobante qui est venu dans son champ récupérer ces sacs-là et les acheminer en tout cas à son acheteur. Et quand son acheteur l'a confirmé qu'il a reçu en une journée la production, il n'en revenait pas. Il dit non, c'est impossible, tu ne peux pas l'avoir reçu parce que ça ne fait pas 2 jours, ça fait juste une journée. Donc, pour dire qu'après aussi, voilà, aujourd'hui encore, en termes d'opérations, on en est aujourd'hui à plus de 135 000 opérations de livraison mensuelle. C'est ce qu'on est en train de développer encore. Ça ne veut pas dire tout ce qui se fait en livraison, ça passe par nous. Donc, on est encore en train de nous développer et justement, toutes ces ressources-là, et tout à l'heure, on a parlé d'investissement, et justement, les 5 piliers dont j'avais fait allusion précédemment, bon, je les avais toutes citées, mais bon, j'imagine que vous n'avez pas retenu. Bon, j'ai parlé des talents, après j'ai parlé du capital risque, c'est le 2e. Le 3e, c'est un partenariat entre les grandes entreprises et les startups. Et la 4e, c'est l'accélération, les programmes d'accélération. Et la 5e, c'est en tout cas un support gouvernemental. Et pour dire qu'aujourd'hui, moi je dis toujours qu'en Afrique, et particulièrement au Sénégal, il ne faut pas qu'on crée des empires. Donc, on n'a pas besoin d'empires, on a besoin des écosystèmes. Et donc, nous, Yobante, c'est justement cette logique-là. Parce qu'aujourd'hui, avec chaque livraison qu'on fait sur Yobante,
non seulement on répond à une problématique parce qu'il y a un acheteur et un vendeur qui sont impliqués sur la transaction. Aujourd'hui, on se positionne comme en tout cas un facilitateur pour garantir une livraison entre ces deux parties, mais derrière, les transporteurs qui sont impliqués sur le processus, c'est des transporteurs locaux. Et en même temps, on a des ponts relais qui sont répartis sur, en tout cas, le territoire sénégalais, qui sur chaque transaction aussi, ont une commission. Donc aujourd'hui, ces types de modèles-là, et c'est comme ça aussi qu'on a réussi aujourd'hui. Tout a commencé au Sénégal, mais à être aussi dans d'autres marchés, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana, la Zambie, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, etc., et d'autres pays. Donc aujourd'hui, tout est possible, mais il faut quand même une certaine exécution, il faut une équipe aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'il faut faire en continu. Et donc, voilà, donc il y a plein d'initiatives, que ce soit dans le secteur du e-commerce, que ce soit dans le secteur digital, donc qui est, voilà, et il faut aussi le rappeler, le e-commerce n'est pas la réponse, comme l'a dit en tout cas, voilà, M. Diagne de Gaïndé 2000, que le e-commerce, ce n'est pas une baguette magique qui va répondre à toutes les problématiques discutées ici. Bien que le e-commerce permet quand même de régler un certain nombre de problématiques citées tout à l'heure, si en tout cas toutes les parties prenantes, comme j'ai dit un peu plus loin, les parties du pilier, au fait. Donc, si chaque partie du pilier, il y a un acteur donc solide qui se positionne et l'accompagnement qu'il faut, et la fédération des différents acteurs, d'ailleurs, d'où le sens de parler d'un trépied, parce qu'un trépied, s'il y a un des pieds qui tombe, et ben, s'il y a quelque chose qui est en tout cas au-dessus, tout va s'écrouler quand même. Et donc, c'est cette mentalité-là, cette logique de collaboration, c'est surtout ça qu'il faut avoir. Et aux jeunes qui veulent se lancer, il ne faut pas hésiter, il faut se lancer et apprendre, donc, et ne pas avoir peur de l'échec et arrêter de se trouver des excuses. Parce que quand on démarre un projet qui est qu'à l'étape d'idée, on n'a pas besoin des milliards ou des millions pour le faire. Effectivement. On a besoin de commencer par quelque chose, on commence par ses propres économies. Après, c'est d'autres qui vont vous faire confiance. Bien sûr, il faut le prouver parce qu'un investisseur… Bon, nous, pratiquement toute la levée de fonds qu'on a faite, c'est passé par moi. Donc aujourd'hui, j'étais ce qu'on appelle le investment lead en même temps. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a appris ça, ce n'est pas une formation. Je suis un ingénieur et un PhD en machine learning, je ne suis pas un financier. Mais pour dire qu'aujourd'hui, il y a des façons de faire on peut apprendre de l'expérience. On peut aussi mettre en place quelque chose qui va permettre à des investisseurs institutionnels, quand ils font une due diligence, parce qu'il faut, quand quelqu'un investit sur une entreprise, il y a une démarche qui se fait, il y a une procédure de due diligence. C'est ça qui va aboutir à un investissement. C'est pas… voilà. D'accord, merci. Justement, vous avez parlé d'écosystème. Je crois que l'écosystème est déjà là. Il faut en quelque sorte des chaînes de valeur pour pouvoir partir de là où commence le commerce et arriver vers le destinataire, en fait. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que l'État est en train de faire pour pouvoir regrouper tout l'ensemble de l'écosystème des acteurs du e-commerce. Alors, c'est le dernier tour de table avec monsieur Diagne. Justement, on parlait de… Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un modèle de livraison, par exemple, qu'on pourrait mettre en place pour venir en aide à cette problématique de création de boutiques qui n'arrivent pas en quelque sorte à livrer leurs produits. Je pense qu'il y avait même des projets dans ce sens-là qui aidaient un peu dans la logistique pour pouvoir améliorer le commerce électronique. Tout à fait. Alors, dans ce que nous sommes en train de construire avec la plateforme nationale d'e-commerce, il y a une forme d'aide à l'agrégation de la logistique. Alors, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il y a plusieurs logistiques. Hein. Il y a la toute petite logistique, la petite logistique, la moyenne logistique et la grosse logistique. Mais tout cela est concentré autour d'un même idéal, c'est le rapprochement, hein, de faire en sorte que de la façon la plus efficace et la moins coûteuse, les produits soient disponibles à l'endroit où ils sont attendus. Aujourd'hui, la logistique domestique n'est pas organisée au Sénégal. Donc, ça veut dire que c'est l'information qui va faire que certains auront un service moins coûteux et plus efficace plutôt que l'inverse. Il n'y a pas de grosse plateforme
où tous les acteurs logistiques mettent leur capacité et que ça fonctionne comme une bourse en quelque sorte. Hein. Alors, comme je dis, on évoluera toujours vers l'efficacité parce que dans tous les cas, quand les opérateurs constateront que le coût de la logistique est trop élevé, quelqu'un viendra avec une idée novatrice pour apporter, pour bousculer en fait les habitudes des acteurs logistiques, hein, une forme d'ubérisation, on va dire. Et donc moi, je crois beaucoup à l'efficacité du marché qui se corrige souvent lui-même. Nous, ce que nous avons entrepris, c'est cette mise en relation. Mais je pense que les acteurs logistiques ont besoin de travailler ensemble sur des hubs, c'est-à-dire des endroits où on transporte du gros de point à point, et à partir des hubs, des éclatements, et à partir des éclatements également, des points relais, qui vont jouer la carte du rapprochement avec l'efficacité en termes de réduction de coûts et en termes de réduction de délai. Ça seulement, c'est un gros projet. Dans le projet de e-commerce, cette composante-là, elle-même, est un enjeu suffisamment important. Donc, nous n'avons pas la prétention de le résoudre. Nous voulons provoquer les réflexions avec les acteurs pour que les acteurs apportent les solutions d'efficacité par rapport au segment qu'ils sont en train de construire. Je pense que la logistique internationale, comme la logistique la plus petite domestique, c'est un travail d'organisation et de coopération. C'est pas un travail isolé et cloisonné. Donc, nous allons essayer de provoquer les acteurs qui sont déjà eux-mêmes réunis. Je pense qu'il existe même une association des acteurs logistiques. Et surtout faire en sorte que les lois qui sont votées ou les réglementations répondent à leurs attentes parce qu'il faut qu'ils constituent une force de proposition pour pouvoir justement défendre leurs intérêts et que la réglementation et les textes réglementaires, en quelque sorte, épousent leurs intérêts et que leurs intérêts servent l'économie nationale. Donc voilà, nous, on va dire que dans cette initiative-là, on provoque des acteurs pour que les acteurs eux-mêmes approfondissent et apportent des réponses significatives par rapport à ce commerce électronique-là, que ce soit dans le secteur financier ou dans le secteur logistique, comme vous l'avez indiqué. Et voilà, depuis la nuit des temps, la distance a un coût. Et le but de la logistique, c'est de réduire les distances et de réduire les coûts. Très bien, je pense que vous avez évoqué un sujet assez important, le fait d'avoir des relais pour les gens qui veulent faire la distribution, et je crois que même l'État est en train de travailler sur ce projet pour un peu influencer les acteurs qui sont dans ce secteur. Alors, 1h40, je pense qu'on a largement, suffisamment dépassé l'heure pour parler des solutions, résolutions au commerce électronique, mais je retiens une chose. Le commerce électronique ne peut pas tout régler. C'est juste un levier, encore une fois, qui peut peut-être pousser les gens à régler des problématiques spécifiques. Et ça, c'est important. Narlo, je suis un peu désolé. Je ne sais pas, est-ce que je peux vous donner 5 minutes avant de finaliser, si vous êtes en ligne, parce qu'il a levé la main depuis un certain moment, on ne vous a pas donné la parole. C'est une question ou une contribution? Il est toujours là, Nar? Bon. Narlo n'est pas disponible, mais quand même, il tenait à répondre ou bien il a levé la main. Il n'a pas répondu. C'est pas grave. En tout cas... il est connecté. Il est connecté, mais il n'arrive pas à... Il a ouvert son micro. Allez-y, Na. Ouais, salam alaikum. Salam. Ah, c'est une dame. Ouais, man la Astou Narlo. dëkk Daaru Musi bokk nekk membre UNAPAD. waaw léegi man question bi ma doon laaj rek mooy comme ñun dañu nekk ci transformation céréale di ci liggéey mais am nañ jafe-jafe pour jaay génne ko si dëkk bi yóbbu ko si grande surface yi léegi nag naka lan ñu mën a jàppale surtout ci affaire emballage ak fra loolu mooy suñu problème ba suñuy produit di mën a dem ci grande surface yi ak di génn ci réew mi ak comme ñi mën a participer ci commerce bi. D'accord, loolu question bu am solo la. Je pense que tout le monde parle wolof ici. Est-ce que vous avez un peu entendu? Il y a des gens qui ne comprennent pas le wolof, mais je vais essayer de traduire ce que Narlo a dit. Donc,
comment acheminer en fait la production, mais surtout trouver le fameux frein qu'on demande chaque fois par rapport au commerce en ligne, commerce électronique. Je ne sais pas maintenant, c'est une question qui s'adresse à tout le monde, mais selon l'heure, il reste quelques minutes. Si quelqu'un pourrait répondre rapidement et facilement à la question de Madame Lo. Madame Lo, bu ñu ko waxee ci olof di nga dégg wala bu ñu ko waxee ci français dina baax. Basile? Oui, vraiment. Ok, je pense que maintenant c'est ton temps vite fait pour question. Je pense bien. 2 minutes, ouais. Donc maintenant alors comme olof la ko laajte. Comme li may wax li njëkk mooy la production. Donc boo produire dafa am ñeneen ñoo xam ne ñoom ñooy gérer tout ce qui est visibilité. Donc benn entité bu mu mën ci nekk ci àdduna bi da nga war a am benn service marketing pour assurer la visibilité de ta production. Donc ñoom ci seen biir comme li ma waxoon léegi nii ñoom ñooy organiser wu. Nous on est prêt ñoom bu ñu ñëwee vers ñun une production de qualité li ci des amul solo pour jaay ko loolu amul solo. Maintenant il va falloir que ñoom ñu produire une qualité vraiment une très bonne qualité ba nga xam ne kiy jënd moom bu ñëwee buñ ko livrer produit bi du am déception. Beneen bi ñoom il faut ñu organiser wu pour xool naka la ñuy rapproché woo si entité yi nga xam ne ñoom ñooy def distribution yi. Donc loolu mooy kii bi amul beneen pexe lu dul ñoom ñu organiser wu xool ndax dañuy boole seen doole yëpp pour di produire lu baax rapproché wu ci acteurs yu mel ni ñun ak ñeneen ñoo xam ne ni dañuy jaay pour ñu leen di jaayal seen ay produits ñoom ñu féetewoo production. Mais bu fekkee ne da nga bëgg a def lépp à la fois ça dafay indi ay couac yu bëri quoi. C'est comme si on veut vendre et alors écouler le produit temps bi dafay gàtt lool. Donc ñoom fi mu nekk noonu assurer production bu baax acteurs yi nga xam ne ñoom seen mbir mooy feeñal produit yóbbu ko si ligne yi ñoom tamit leen war a def. Donc je pense que loolu mooy kii bi. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Ibrahim Khalil. Je pense que Madame Lo, la question a été répondue, mais nous pensons que nous devons développer plus que les femmes aussi dans des zones un peu reculées qui puissent comprendre un peu les enjeux du e-commerce. En tout cas, je vais faire un peu le résumé de ce qui a été dit parce que c'était un webinaire vraiment qui a été lancé par le consortium pour surtout parler des problèmes et des solutions. On a entendu beaucoup de problèmes liés à l'écoulement des marchandises, de la production plutôt, mais le manque de confiance surtout et la connectivité, ça c'est une problématique. Mais comme on l'a dit, le e-commerce ne peut pas tout régler. L'idée c'est de développer cette loi de proximité et d'avoir une collaboration parce que c'est des parties où on a le producteur qui doit s'adosser à un vendeur qui doit peut-être mettre le produit en ligne, etc. Donc, c'est un système que nous devons tous poursuivre pour pouvoir arriver à nos besoins. Le financement également, c'est un problème, mais il faut juste savoir qu'on ne peut pas au tic au tac donner un financement à une personne et après ne pas avoir le suivi. Et les cadres réglementaires, on n'a pas pu vraiment y développer, mais c'est des choses qu'on pourrait ajouter dans les solutions pour pouvoir un peu élargir avec surtout la ZLECAf qui est en cours pour faciliter en fait le e-commerce. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Monsieur Ibrahim Khalil, qui est le représentant de la Fédération des e-commerçants au Sénégal, Oumar Bass, qui est le CEO de Yobante Express. Je ne dirais pas Yobantel, hein, sinon ce sera autre chose. En tout cas, merci pour votre participation. Vous avez vraiment apporté la valeur ajoutée par rapport au développement de cette thématique. Ibrahim Diagne également, qu'on ne présente plus avec Kenneth 2000. Je crois qu'aujourd'hui, des fois, j'ai envie de dire qu'ils sont vraiment les précurseurs de ce secteur. Hier, j'étais en train de lire un rapport en 2014 sur le secteur
du numérique au Sénégal et je revois encore Ibrahima Diagne. Donc, je me dis que vraiment, c'est des gens qu'on doit féliciter dans le travail parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ce n'est pas après qu'il quittera ce monde qu'on restera là à dire oui, il a fait ça, mais c'est aujourd'hui qu'on doit vraiment féliciter ces gens d'acteurs qui font un travail remarquable, etc. Sadim Bassi, c'est également président de l'UNAPAD. Je crois qu'il y a un gros travail à faire dans le cadre du développement du e-commerce. Et je n'oublierai pas également Soda et Madame Kassé. J'espère que j'ai bien prononcé. Le modérateur? Oui, les deux modératrices qui m'ont en fait coupé le micro, mais il n'y a pas de problème. Ils ont fait une affaire de femmes. Et vraiment, je les remercie, Madame Aïssatou Kassé et Madame Soda. En tout cas, ça a été un grand plaisir d'avoir modéré ce panel qui portait sur les barrières et solutions de l'écosystème. En tout cas, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine. Il y a beaucoup de questions, mais on aura l'occasion peut-être de les prendre pour les autres panels qui vont venir, parce que le consortium va continuer dans ce sens-là pour développer et améliorer le cadre de discussion pour développer le e-commerce. Merci beaucoup. Monsieur Diallo, vous m'aviez dit que vous avez quitté. Je pensais que j'étais parti. Monsieur Nian? Oui, monsieur Diallo? Oui, Farah Diop, c'est Farah Diop. En fait, je voulais juste apporter une réponse par rapport à une interpellation concernant les autorisations FRA. Oui. C'est pas... Oui. Bon, tout d'abord, vous remercier déjà pour, en tout cas, la manière dont vous avez conduit, en tout cas, le webinaire. Vraiment, c'est avec brio. Également, saluer Michel Diagne, donc le président du Consortium national pour le commerce électronique, en tout cas, et tous les organisateurs de ce webinaire. Donc, juste préciser qu'en fait, avec l'UNAPAD, on a tenu quand même une séance de travail pour en tout cas recueillir toutes leurs préoccupations, donc relatives donc, aux contraintes auxquelles ils sont confrontés dans le cadre en tout cas, de la commercialisation de leurs produits. Et un point quand même est revenu au cours de nos travaux, c'est les autorisations FRA. Peut-être juste, en tout cas, préciser sur ce point-là que aujourd'hui, le ministère, en tout cas, est dans une dynamique d'un programme qu'on appelle FRA pour tous. Et dans cette dynamique-là, nous sommes en train, en tout cas, de voir comment faciliter à toutes ces femmes transformatrices, en tout cas, à tous ceux qui s'activent autour, en tout cas, de la transformation ou bien dans la commercialisation de produits alimentaires, leur aider en tout cas à obtenir les autorisations FRA qui sont extrêmement en tout cas importantes pour pouvoir en tout cas être présents au niveau des grandes surfaces et éventuellement même vendre ces produits à l'étranger. Et moi, j'ai même également transmis en tout cas l'ensemble des préoccupations en tout cas de l'UNAPAD à nos collègues du commerce intérieur pour qu'ils essaient en tout cas à leur niveau d'essayer en tout cas de faire comment en tout cas se rapprocher de ces organisations au niveau des départements et voir comment les aider en tout cas à obtenir ces autorisations-là. En tout cas, ces éléments en tout cas de réponse que je voulais apporter par rapport à cette question spécifique. C'est important, monsieur Farah, c'est important parce que l'autorisation FRA est en quelque sorte l'outil qu'il faut pour permettre à ces jeunes dames, à ces jeunes dames et à ces dames plutôt, de ces femmes productrices qui sont au fin fond du pays. Et si on a par exemple une dame qui appelle, c'est parce que ça leur tient à cœur. Et j'espère qu'avec le ministère et les acteurs, on arrivera à trouver une solution par rapport à l'obtention rapide de cette autorisation FRA. En tout cas, merci beaucoup à Farah, merci à Soda et merci également au consortium et à tous les participants. Et je pense que les discussions, c'était juste un webinaire, mais on peut élargir cette discussion par rapport aux autres webinaires qui seront en place et qui seront lancés par le consortium. Merci d'avoir participé à ce webinaire. On se dit à bientôt. Ok, merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, monsieur Yann. Merci beaucoup, Basile. Et voilà. Merci à tous et bonne soirée. Merci. À vous aussi. Merci beaucoup.